la commedia dell'arte, ancêtre de la pantomime anglaise. 6 personnages, voyants, grotesques, qui nous furent apportés, il y a 3 siècles, par les clowns et les acteurs italiens se produisant sur les champs de foire. Aujourd'hui, nous voilà en face de personnages costumés comme pour un bal masqué. Où est leur mystère, leur magie, leur comédie, leur tragédie? Prêt pour la soirée, mon oncle? Et votre masque? Il n'est pas encore minuit, Eustace. Le bal de la victoire. Croyez-vous que le 1 se rappelle 1918 aussi bien que nous? Oh, comme Coward le dit, quel dommage que le 1 préfère la bataille au festin. Qu'est-ce que c'est? Oncle Eustace n'est pas encore pour votre collection. C'est une splendeur, ce service, non? Il vient directement de Hollande. Van Meer me le réserve jusqu'à la fin du mois. Je vois pourquoi vous me dites ça. Votre pauvre oncle n'a pas un revenu immobilier de 6 000 livres, ce qui fait Eustace, qu'il je ne vous peut... en prie. Vous savez que je n'ai plus d'argent depuis ces fameuses figurines. C'est une nuit où l'on fête les anciennes victoires, pas les nouvelles querelles. Cronshaw. Et voici le programme national. Il est exactement 19 h. Nous allons vous présenter une pièce écrite par Desmond Havelock Ellis dont le titre est Mortel Alibi. Avec en vedette Coco Courtney dans le rôle de Loretta Langton. Vous êtes en retard, Coco Courtney, comme toujours. Non, mais où est-elle encore? Allez-y. Attendez-vous Mademoiselle Langton pour dîner ce soir, monsieur? Oui, elle devrait arriver. Pardon, désolé. Je crois que la pendule avance, monsieur. Je l'avais remarqué, je vous remercie. Y aura-t-il d'autres invités? Non, non. Parfait, monsieur. Bonsoir, Davis. Ce n'est pas grave si je suis en avance. Mais au contraire, mademoiselle. Maudites soient les actrices. Le ciel était de toute beauté ce soir. Oh, est-ce l'heure exacte? Non, pas tout à fait. Ah, bien sûr, c'est vrai qu'elle retarde. Il y a une chose assez curieuse avec le temps. On peut être à la fois en avance et en retard. Oh, Letty, je ne vous attendais pas avant 8 h. Et désolée, je n'avais pas réalisé que j'étais aussi en... Ah, merci, mademoiselle Lemon. Je croyais que le capitaine Hastings écoutait le temps qu'il allait faire pour vous dire si vous deviez prendre un parapluie. C'est un paquet urgent qui a été livré par porteur tout à l'heure. Est-ce que je peux partir? Oui, oui, bien sûr. Ah, attendez un moment, mademoiselle Lemon. Ah, je me demandais où il était. Apparemment, nous n'aurons pas besoin de parapluie. Ah non, ne me dites pas que vous avez oublié. Le bal de la victoire. Vous avez promis de tout faire pour venir. Ackerley comptait tellement sur vous. Qui est cet Ackerley? Il travaille à la BBC, mais c'est quelqu'un de bien, il a une Harvis. Malheureusement, je dois remettre mes timbres par ordre de taille. Vous présenterez mes excuses à monsieur Ackerley. Ça va être la déception de sa vie. Il disait que vous rencontrer allait être le point culminant de sa carrière. Bien. C'est un cas de force majeure. Ce que je vous demande, ça n'est pas la mer à boire. 1 millier de livres suffiront. Eustace, pas maintenant. Plus tard. La voilà qui arrive. La belle du bal. Ils sont là. Vous êtes arrivé juste à temps ce soir. J'adore arriver juste à temps. Bonsoir, chérie. Coco, vous vous rappelez mon oncle, l'honorable Eustace? Oh, c'est tout le contraire, paraît-il. Et voici Chris Davidson, quoique acteur, un vieil ami de Coco. Monsieur. Venez, Davidson, allons sauver votre épouse. Elle attend dans un taxi avec une amie de mon oncle, la redoutable Madame Malaby. Eh bien, il était temps. Je commençais à soupçonner Mademoiselle Courtney d'avoir des relations particulières avec toute la BBC. Directeur et technicien compris. J'arrive tout de suite. Bonsoir, Coco. L'air est frais ce soir, non? Et tout le monde en route pour le bal de la victoire. Oh!
Ils le cherchèrent ici, le cherchèrent là. Les Français le cherchèrent ici et là. Qu'en dites-vous, Poirot? Hastings, vous êtes tout simplement... incomparable. Je ne crois pas qu'on vous laisse entrer. Je pensais avoir été clair, le bal de la victoire est un bal costumé. Hercule Poirot ne porte pas de déguisement. Tout le monde se déguise, puisque chacun doit être un personnage célèbre. Précisément. Ah oui. Oui, c'est vrai. James. Arthur! Puis-je vous présenter Monsieur Hercule Poirot? Oh, je suis tellement heureux de faire enfin votre connaissance. Je crois rêver. Le chèque Tackerley, je présume. Ça y est, nous y voilà. Nous allons d'abord dîner, n'est-ce pas, Cruncho? Non, pas avant 9h30. Oh. Il devrait y avoir un portier dans des endroits pareils. Nous sommes si arriérés en Angleterre, ma chère, que nous avons des poignées à nos portes. Oh, même l'humour est masqué ce soir. Attention. Ah, je dois être déjà ivre. Je ne vous ai pas fait mal, j'espère. Je m'attends toujours à vous voir vous briser comme Venez, un Coco, vase. je vous en prie. Eh oui, je viens. Tu te sens bien, chérie? J'avais très peur de ne pouvoir arriver à temps à ce bal à cause des caprices de Coco Courtney. Oh, justement, regardez là-haut, ce n'est pas elle. Oh, avec la bande de Lord Cronshaw, oui, absolument. Elle n'en a pas parlé, mais ses costumes sont une grande première. Ce sont les répliques exactes de ceux de l'ancienne comédie italienne. Oui, la commedia dell'arte. Harlequin, avec son esprit magique qui peut se rendre invisible. Colombine, celle qu'il aime. Pulcinello et Pulcinella, les deux grotesques. Ah oui, le tragique Pierrot. Et bien sûr, Pierrette. De toute beauté. Je croyais que Lord Cronshaw était plus jeune. Pulcinello? Ah non, non, lui c'est son oncle, l'honorable Stas Beltane. C'est lui qui avait acheté ces merveilleuses figurines sur lesquelles, vous savez, une telle publicité a été faite. Apparemment, elles furent une source d'inspiration pour les créateurs. C'est Lord Cronshaw qui a revêtu le costume d'Harlequin. Ah oui, oui, je le vois. J'ai lu dans le journal qu'il avait une fortune considérable. Et comment s'appelle l'homme qui allume la cigarette de Mademoiselle Courtney? Pierrot, c'est Chris Davidson, un jeune acteur doué d'un talent à multiples facettes. C'est sa femme, je crois, qui parlait à Cronshaw. Quant à l'autre femme, c'est la célèbre Madame Malaby. Ah oui, la veuve américaine à la recherche de sa prochaine victime. Alors, vous m'aviez abandonné, mon cher. Mais comment On dit pouvez-vous qu'elle dire chasse ça? l'aristocrate avec un filet et bon nombre de rabatteurs. Ce serait plus qu'ennuyeux. Ils forment une joyeuse bande, non? Oui, tout à fait. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci, je vais rester debout. Et maintenant, je crois qu'il est l'heure de prendre une crème de banane. Dieu merci, nous voilà loin d'eux. Coco et Cronshaw sont des gens tout simplement insupportables. C'est cet escroc de Von Mer que je vois là. Stas, traitez-le par le mépris. Il m'a pris à la gorge avec les figurines et maintenant il voudrait recommencer avec le service chinois. C'est le cadet de nos soucis, en tout cas ce soir. Je vais coincer ce bandit et lui demander de baisser son prix. Eustace! Oh, je suis désolée. Quand Eustace veut quelque chose pour sa collection, il Je fait veux en finir n'importe avec ça, quoi. et tout de suite. Cronshaw, tais-toi pour l'amour du ciel. Coco, est-ce que je peux savoir où tu Je te vas? l'ai dit, j'en ai assez. Et Chris, trouvez-moi un taxi, voulez-vous, j'ai une migraine affreuse. Coco. Et non, c'est décidé, Cronshaw, Chris va me ramener. Ah, tu crois ça? Et moi, je te dis que tu vas rester ici. Je n'ai absolument pas envie d'en parler pour le moment. Écoutez, si on allait s'asseoir pour reprendre notre sang-froid. Du sang-froid? Mais cet être s'est déjà transformé en iceberg. Il s'imagine que je suis le Titanic.
Vous trouvez qu'il y a de quoi rire, vous? Oh, pardon. Coco, venez, on commence à nous regarder, Cruncho. Retournez à l'intérieur. Et il ne s'en est jamais remis. Et monsieur Ackerley, si je comprends bien, vous avez réalisé la pièce de ce soir qui suivait les prévisions météorologiques. Oui. Dites-moi, est-ce que mademoiselle Courtney n'est pas un peu plus âgée qu'il le faudrait pour jouer l'ingénue? Oui, elle l'est un peu, peut-être. Mais c'est là l'intérêt et la magie de la radio, car l'apparence visuelle n'est que dans l'imaginaire. C'est surprenant, mais le miracle continue. Bonsoir. Que se passe-t-il? Il semblerait que mademoiselle Courtney et son petit ami Lord Cronshaw aient une sorte de désaccord. Je l'ai entendu il y a peu de temps demander à monsieur Davidson de la raccompagner chez elle. Oh, quel dommage, Alvar était le meilleur. En fait, je me demandais combien de temps il faudrait pour que ça se produise. Vous n'êtes pas surpris de ce qui arrive? Je connais les acteurs, monsieur Poirot. Ils dépassent tous la mesure. Elle a eu son moment de drame, qu'elle a fort bien joué. Reste à espérer que ça ne tourne pas la tragédie. Il est arrogant, il est vaniteux. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que Cruncho vous a dit exactement tout à l'heure? Chris, pas maintenant. Notre taxi est-il déjà arrivé? Oui, et il vous attend, monsieur. Merci. Chris? Nous allons régler cette histoire ici et tout de suite. Vous n'êtes pas un homme pauvre. Vous pouvez quand même me rendre ce service. Vous voyez bien que je suis désespéré. Merci d'être venu jusqu'ici, Chris. Ça va aller maintenant. Il était temps pour Cruncho de comprendre que je ne suis pas un de ses chevaux de course. Coco, vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin de moi? J'en suis sûre. À votre place, je retournerai au bal. La femme que vous avez épousée a des airs résignés, mais je ne la crois pas du tout idiote. Je ne pourrai jamais y être avant minuit, je crois. Alors le mieux est de rentrer chez vous et de l'attendre. Bonsoir, Coco. Dormez bien. C'est une chose que je sais faire. Vous avez passé une bonne soirée, mademoiselle Courtney? Oh, je suis désolé. Merci beaucoup. Monsieur Ackerley, je vous remercie, vous êtes vraiment très aimable. Santé. Cheers. Dites-moi, vous êtes sûr que vous ne voudriez pas venir raconter à la radio les plus juteuses des affaires que vous avez résolues? Oh, là, je dis non. Non, voyez-vous, un meurtre, enfin un vrai meurtre, est le contraire d'un divertissement. Regardez cette pièce, tout le monde danse, rit et s'amuse. Mais n'importe où, il y a peut-être le diable sous le masque de quelqu'un. Pardonnez-moi, j'étais de l'autre côté quand je vous ai vu. Vous ne seriez pas Hercule Poirot, le grand détective? Mais oui, en personne. Madame Malaby. Je n'en reviens pas que vous connaissiez mon nom. Ce serait trop beau si vous saviez où est Cruncho, mais vous ne le savez pas. Il est en Arlequin et il ne sait plus où donner de la tête depuis le dîner. Hélas, non. Oh! Il m'avait promis de m'inviter à danser avant qu'il soit minuit. Oh. Je crois, madame, que votre déception ne va pas durer. Oh! Mon associé, le capitaine Hastings, est un danseur inégalable. Il va se faire un plaisir de vous inviter. C'est pour moi un honneur. Il est là-haut. Youhou! Vicomte Cruncho! Vous voulez bien m'excuser, colonel? Non, capitaine. Déjà remercié, Arthur. Voilà ce que c'est que de ne pas avoir de particules. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure d'ôter son masque et de fêter la victoire est imminente. Dans 12 secondes, il sera minuit. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Chérie, qu'y a-t-il? Tu as un problème? Lord Cronshaw est mort. Inspecteur Japp, qu'avez-vous à déclarer? Est-il vrai que l'assassin s'est joué d'Hercule Poirot? Dites-nous la vérité, inspecteur. Eh ben voilà dans de beaux draps, Poirot. Un des pères du royaume assassiné de sang-froid sous le nez de 400 convives. Il va nous falloir l'Albert Hall pour y réunir les suspects. Peut-être. C'est un des couteaux qui était sur les tables. Ça en est rempli, là, derrière. On vérifiera les empreintes, mais je crois qu'on ne trouvera rien. Un instrument pas très pratique. Mais employé avec force. Et, on a aussi trouvé ça par terre. Madame Malaby l'a vu écrire quelque chose juste avant qu'il meure. Le Westoft? C'est une ville qui est sur la côte Est. Peut-être qu'il voulait y passer ses vacances. Oh, Poirot. Regardez. Attention, mon ami. Une initiale? C'est pour Cronshaw. C'est très bien gravé. Quel idiot! Qu'y a-t-il? C'est d'une stupidité effarante. On doit absolument faire comprendre aux jeunes qu'on ne joue pas avec sa vie, sinon on trouve la mort. Ce n'est rien moins que du poison. Cocaïne. Ça pourrait expliquer sa conduite bizarre d'après le dîner. Il est assez fréquent que les drogués soient d'humeur changeante, deviennent capricieux. Il a dû se battre avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Hastings? Vous n'avez pas remarqué? Son poing, il est encore serré. C'est ça. C'est très joli, mais ça ne nous aide pas. Au contraire, inspecteur Japp. Si vous le permettez, je vais faire une petite vérification. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a quelque chose de très important derrière ce rideau. Voilà. C'est uniquement un recoin vide. C'est très important. Encore une chose, inspecteur Japp. À votre place, j'irai voir mademoiselle Coco Courtney. Et pourquoi? Pour lui demander si elle et Lord Cronshaw n'auraient pas eu une dispute. L'assassin échappe au célèbre détective, complètement idiot. Je trouve que c'est une excellente photo du capitaine Hastings. Oui, j'ai vu, mademoiselle Lemon. Je suis persuadée que les gens vous trouveront aussi très bien. Vous avez vu les journaux, Poirot? Il y a une photographie de moi qui est... Ah, vous l'avez vu. Je vais aller faire quelques lettres. Bon, à votre place, je ne m'en ferai pas pour ça. Mais je ne m'en fais pas, Hastings. Pour l'instant, cela me convient le mieux du monde. Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse. La rubrique nécrologique? Écoutez ça.
Le vicomte Cronshaw était le président de plusieurs œuvres de charité, comme l'Association des veuves des marins britanniques et une association pour la lutte anti-drogue. L'héritier de son titre et de ses biens est son oncle, l'honorable Eustace Baltain. En ce qui concerne la lutte anti-drogue, c'est un peu hypocrite, non? Vous n'avez pas vu où je voulais en venir, Hastings? Monsieur Poirot, c'est l'inspecteur Japp. Ah. Allô? Oh, Poirot, nous n'avons pas la chance avec nous, je crois. Mademoiselle Courtney ne répond ni au téléphone, ni quand on sonne chez elle. C'est curieux, non? Je vous supplie de ne pas renoncer, mais d'insister, inspecteur Japp. Je suis plus convaincu que jamais que mademoiselle Courtney doit être retrouvée le plus vite possible. Soit. Mademoiselle Courtney est introuvable. Elle doit rattraper son sommeil en retard. La plupart des gens de théâtre aiment se lever tard quand ils ne doivent pas jouer. Mais elle joue, détrompez-vous. Il joue une pièce le vendredi soir et il recommence à jouer le samedi matin. Ma mère l'écoute tous les samedis en prenant son café. D'une certaine façon, je l'aime vraiment, je suppose. Mais il n'est jamais devenu ce que je croyais qu'il allait devenir. Je crois qu'il ne le deviendra jamais. Oh, cette horrible pendule. Pourquoi? Venez, Hastings. Nous allons jusqu'à ce studio de la BBC. Oh, pardon, je suis désolée. Je ne voulais pas dire ça. Ne m'en veuillez pas. Mais avec cette pendule, je ne sais jamais où j'en suis. Hercule Poirot! Je regrette, mais les auditions de variété n'ont lieu que le mardi, monsieur. Voilà qui est très intéressant, mais je suis venu au sujet d'un meurtre, madame. Ah, vous êtes le détective dont les journaux ont publié la photo. Très juste. Je suppose que vous ne voulez pas encore rater l'assassin. Tu n'étais pas où tu prétendais être cette nuit. Tu étais ici, tout le temps. Je me sens ridicule. Je n'aurais jamais imaginé que c'est l'argent que tu voulais. Je m'en aperçois à temps. Heureusement, nous avons fait une transcription de la pièce d'hier soir pour nos archives. Sinon, nous aurions dû trouver une autre fille pour reprendre le rôle. Mademoiselle Courtney, vous a-t-elle envoyé un message ce matin pour expliquer son absence? Non, rien du tout, oui. 3 minutes avant la retransmission, elle ne répondait toujours pas au téléphone. Donc je n'avais pas le choix, il m'a fallu utiliser l'enregistrement et renvoyer les autres acteurs. Hastings, j'ai vraiment très peur de ce qui a pu se passer. Voudriez-vous téléphoner à l'inspecteur Japp? Dites-lui qu'il doit absolument entrer dans l'appartement de Mademoiselle Courtney et par n'importe quel moyen. Oui, bien sûr, mais comment... C'est une question de vie ou de mort. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? C'est au 4e étage. Bon, allez à l'appartement du dessus. Passez par le balcon. Et vite! Et ne vous brisez pas la nuque. Toujours rien? Vous et Mademoiselle Courtney êtes de vieux amis. Tant bien que mal. Elle a toujours aimé être entourée de gens qu'elle connaissait pour jouer les petits rôles. Coco et moi avons fait une longue route ensemble. Elle avait le rôle principal quand j'ai joué mon premier rôle. Vous êtes très attachés l'un à l'autre. Je suis marié, Poirot, vous vous rappelez? Je suis désolé, monsieur Davidson, pardonnez-moi, mais j'essayais seulement de voir si vous pouviez apporter quelques éclaircissements sur la dispute d'hier entre mademoiselle Courtney et Lord Cronshaw. Pas vraiment. Il y a eu une mauvaise atmosphère pendant toute la soirée, comme si un orage se préparait. Tout le monde l'a remarqué. Mais ils conversaient normalement au dîner. Enfin, si on veut. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit avec Beltain qui était intarissable, vu qu'il avait un truc chinois qu'il voulait ajouter à sa collection. Et bien sûr, l'orage a éclaté après le repas. Et alors, j'ai fini par la raccompagner. Et quand vous avez été seuls, tous les deux, dans le taxi, elle n'a rien dit? Rien que des trucs assez stupides sur la manière dont elle allait le faire payer. Ce qu'on dit quand on est énervé. Je l'ai laissé devant sa porte. Vous souvenez-vous de l'heure? Pas loin de minuit. Il était trop tard pour retourner au bal, alors je suis rentré chez moi. Ah.
Oui, je me suis sentie rajeunie. J'avais retrouvé toute ma jeunesse. Dès que je l'ai vu, l'air est devenu plus léger. Nous arrivons tout de suite. Même le ciel était redevenu bleu. Laissez-moi photographier son visage. S'il vous plaît, non. Laissez-moi encore une, s'il vous plaît. Allez, soyez chic, je fais mon métier. Mon métier, moi, ça. Écoutez, encore une. Attendez, encore une, s'il vous plaît. Voilà, Hercule Poirot. Monsieur Poirot, où en êtes-vous de votre enquête, s'il vous plaît? Vous avez des soupçons? Non, attendez, monsieur Poirot, s'il vous plaît. Alors, inspecteur Japp? On l'a trouvé dans sa chambre, une overdose de cocaïne. Probablement fournie par son petit ami Lord Cronshaw. Combien de personnes devront mourir avant qu'on comprenne les dangers de la drogue? Elle devait être déjà trop intoxiquée pour s'arrêter. Cronshaw a dû être obligé de la fournir en cocaïne. Vous faites fausse route, inspecteur Japp. Lord Cronshaw voulait que mademoiselle Courtney arrête de prendre de la cocaïne. L'initiale C que nous avons vue sur la boîte en argent ne voulait pas dire Cronshaw, mais Coco. Ah, je vois. Ils se sont disputés après le dîner, car Cronshaw avait découvert ce qu'il avait soupçonné toute la soirée, qu'elle avait apporté de la drogue. Et il la lui a prise avant qu'elle rentre chez elle. Et malgré ça, dès qu'elle est rentrée chez elle, elle en a pris une autre dose. Quelle horreur. Ce que je ne vois pas, c'est ce que l'assassinat de Cronshaw vient faire au milieu de tout ça. Parce que le diable en personne s'est mêlé à nous et mène la danse. Mais nous ne le voyons pas. Pardon? Mais oui, bien sûr. Cher inspecteur Japp, me permettriez-vous de retourner examiner le corps? Je ne vois pas ce que vous espérez découvrir. Les faits sur mademoiselle Courtney sont Non, je ne veux pas indiscutables. aller examiner le corps de mademoiselle Courtney, mais je voudrais examiner celui de Lord Cronshaw. Si vous voulez mon avis, les gros titres des journaux l'ont profondément vexé. Que croit-il trouver que nous n'ayons déjà trouvé hier soir? Est-ce que vous avez fouillé ses poches? Oui, ses poches, ses vêtements, enfin tout. Je ne vois pas. Bien sûr que vous ne voyez pas, inspecteur Japp. Bon, wow, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Regardez sa main. Alors, qu'observez-vous? Il serre son poing. Hastings? Oui, je suis d'accord. Mais ce point, pour quelle raison le serre-t-il? Allez-y. Est-ce que, par hasard, ce point cacherait un secret? Le voici. Ce n'est pas vrai, c'est moi qui aurais dû y penser. C'est le pompon. Monsieur Poirot! Oh, Madame Malaby. Capitaine Hastings, quel plaisir de vous revoir. Pourriez-vous... Permettez. Je n'arrivais pas à décider ce que je porterais cet automne. C'est que Stas a les moyens. Maintenant, c'est lui, le vicomte Cronshaw. 1 shilling 6. Ah. En quel honneur nous avons droit à cette délégation? Eh bien, Monsieur Poirot avait une envie folle d'admirer ces célèbres figurines. Oh! Oui, j'en mourrais d'envie. Est-ce que sa grandeur est là, Samuelson? Sa seigneurie est avec sa collection, madame. Je vous remercie. En avant toutes! Samuelson, occupez-vous des paquets, voulez-vous? Bien, madame. Bonjour, Stas. Oh, je vois que tu as déjà profité de ton héritage. C'est magnifique. Ça me donne le courage de surmonter cette horrible épreuve que je traverse. Oh, Poirot, Hastings, soyez les bienvenus. Je vous remercie, vicomte.
Qu'est-ce que je vois là? Quel original petit service à thé. Hastings, ce service à thé n'est pas seulement original, comme vous le dites, mais il vaut très cher, car il est très rare, n'est-ce pas, monsieur? J'ignorais que vous fussiez connaisseur en chinoiserie, Poirot. Monsieur Poirot voudrait voir les figurines. Les Mason? Mais oui, nous en avons tous énormément entendu parler, ainsi que de votre mérite à les avoir rapportés en Angleterre. Je me demandais si je pourrais admirer ces merveilles. Bien sûr, voyons. Merci. Oh. Et puis-je... J'avoue que je ne vois pas du tout ce qu'il est en train de chercher. Ça fait partie des secrets du métier. Les costumes que vous portiez au bal étaient les répliques exactes de ceux qui sont là. Jusqu'au dernier détail. Ah oui. Celui-ci, c'est celui que vous portiez, n'est-ce pas? Pulcinello, avec ce grand col et la bosse. Oui. J'imagine que ça a dû prendre du temps pour mettre ce costume. Je crois qu'il n'aurait pas pu l'enlever sans moi. Il a fallu que je l'aide. C'est ce que je me disais. Mais en fait, au dîner, où étiez-vous placé hier soir lors de ce bal? J'essayais d'éviter l'homme qui voulait me vendre ça. Il a finalement réussi à s'approcher de moi. Dans la salle à manger? C'est exact. Parfait. Je vous remercie. À très bientôt, je pense. Ah, vous voilà, Poirot, enfin. Justement, je vous cherchais. Qu'y a-t-il, inspecteur Japp? Il m'est venu une petite idée, après mûre réflexion. Je pense que le pompon qui manquait ne pouvait venir que d'une seule personne. Je suis d'accord, mais votre petite idée est une grande idée. Veuillez m'excuser. Pardon. Merci. Madame Davidson? Oui? Pouvons-nous entrer? Merci. Je suis désolée, mais mon mari n'est pas là. Il est allé boire un verre. Un peu tôt pour ce genre de choses, non? Il aime voir du monde, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas comme moi. Les acteurs ignorent ce que c'est que d'avoir un travail stable. Vous n'êtes pas dans la profession, vous, madame. Non. Une fois, j'ai cru que ça me plairait, mais j'ai renoncé. Quand je suis devant les gens, je suis paralysée. Mais chacun doit avoir sa propre personnalité, madame. Nous devons être en accord avec nous-mêmes. Oui, bien sûr. Que voulez-vous exactement? Monsieur Poirot voudrait avoir quelques précisions pour procéder à la reconstitution de la soirée. Et oui, c'est exact. Ah. C'est uniquement une question de détail qui demande à être vérifiée. Cela concerne la nature des costumes qui ont été faits pour vous et que vous portiez au bal. Vous comprenez? Je crois, oui. Nous voudrions les examiner, si vous le permettez. Vous les savez encore, je suppose. Ils ne sont plus ici, je regrette. Mon mari les a envoyés au nettoyage. Oui, c'est normal. Mais quel dommage. Bien, je suis désolé de vous avoir dérangé pour rien, madame. Nous finissons juste notre thé. Merci, Hastings. Vous avez eu raison, Madame Davidson, de ne pas faire une carrière d'actrice. Votre œil disait le contraire de ce que disait votre bouche. Inspecteur Japp? Il y a un pompon qui manque au costume de Pierrette. C'est vrai. Peut-être pourriez-vous nous dire comment il est arrivé dans la main de l'homme qu'on a tué? Oh, j'avais complètement oublié ce détail. Voilà, on me l'a arraché après le repas. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai cherché Monsieur Belten, mais il était dans la salle à manger où il se disputait avec quelqu'un. Alors je l'ai confié à Lord Cronshaw. Je suis désolée, j'ignorais que c'était important. Cela répond à votre question? Vous devez comprendre, madame, que le fait de cacher une information peut non seulement faire condamner un innocent, mais aussi protéger le coupable. Vous le comprenez, n'est-ce pas, madame? Oui, tout à fait. Veuillez me pardonner. Le deuxième mort du bal déconcerte le
détective belge. Son Monsieur. histoire semble très plausible. À un petit détail près. Et lequel? C'est un mensonge éhonté. Les fils du pompon que nous avons trouvés dans la main de Lord Cronshaw avaient été arrachés, tandis que ceux du costume de Madame Davidson étaient coupés. Vous pensez qu'elle les aurait coupés? Non, 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 Hastings. Elle n'avait même pas vu que le pompon manquait jusqu'à ce qu'on lui ait montré. Mais voilà pourquoi elle a inventé cette histoire ridicule. Le sien a été coupé par l'assassin. Et pourquoi? Pour remplacer celui de Lord Cronshaw, arraché du costume de son assassin. Si ce n'était pas le sien à elle et que son mari n'était pas là quand Cronshaw s'est fait tuer... L'un de vous a-t-il envisagé la possibilité d'un double costume? Un autre Pierrot? Et que faites-vous du mot qu'il a écrit? Lowestoft. Ah, oui, le mot... Puis-je vous suggérer de vous renseigner auprès de celui qui a vendu le service à thé à Lord Beltane? Je crois que vous découvrirez que ce service vient de Lowestoft. Et ça veut dire que... Maintenant, il est grand temps de réhabiliter la réputation d'Hercule Poirot. Vous êtes à l'écoute du programme national. Nous avons dû changer le programme initial et nous vous proposons une émission très particulière. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Hercule Poirot. On m'a demandé plusieurs fois de venir raconter les affaires dont je me suis occupé, mais j'ai toujours refusé. Toutefois, ce soir, j'ai accepté de procéder pour vous à la reconstitution de l'affaire du bal de la Victoire. C'est pourquoi j'ai avec moi ce soir, dans le studio, les principaux participants de cette soirée dont les vies furent bouleversées par ce tragique événement. Je vous remercie tous infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et maintenant, je vous emmène tous dans la grande salle où s'est tenu le bal de la Victoire. Les lumières se tamisent, la musique commence. Les ombres des principaux personnages vont revivre cette soirée pour nous. Écoutez, on les entend presque distinctement. Je suis Harlequin, revêtu de son habit à carreaux. Je suis sa Colombine. Tous deux, nous prenons grand soin de ceux qui s'aiment sincèrement. Je suis Pulcinello, bouffon ne servant à rien. Celui qui cherchera le cœur de Pulcinella jamais ne réussira. Le tragique destin de Pierrot est des plus tristes. Regardez ces larmes peintes. Soupirant pour sa propre Pierrette, une étoile veille sur les amants. Les participants de notre mascarade se sont réunis encore une fois. Ainsi, notre petite évocation est complète. Toute la troupe est en place devant nous. On m'a dit, mesdames et messieurs, qu'à la radio intervenait la magie, parce que ce que nous voyons, c'est grâce à notre imagination. Que voyez-vous grâce à votre imagination, Madame Malaby? Mais les 6 personnages que nous avons entendus, bien sûr. Et vous, Vicomte? Et moi, c'est pareil. Les 6 personnages qui sont représentés par mes figurines. Mais... Vous êtes d'accord, Madame Davidson? Bien sûr que nous sommes d'accord, Monsieur Poirot. Bon. Maintenant, laissons se dérouler la réalité devant nos yeux. Mesdames et messieurs, les comédiens. Je vous présente Pierrette, Pierrot, Pulcinella, Pulcinello et Colombine. Il y en a un qui manque. Oui, c'est vrai. Où est Harlequin? Avez-vous oublié, Vicomte? qu'Harlequin a le pouvoir d'être invisible. Venons-en à la révélation de la vérité. Êtes-vous prête à nous dire la vérité, Madame Davidson, ou dois-je le faire pour vous?
Très bien. Ce qui est arrivé est très simple. Le mobile de l'assassinat de Lord Cronshaw et de Coco Courtney était cette horrible drogue, la cocaïne. Ah, tu crois ça? Et moi, je te dis que tu vas rester ici. Je n'ai absolument pas envie d'en parler pour le moment. Pendant le bal de la Victoire, je fus le témoin d'une discussion C'était entre Lord déjà Cronshaw transformé et en Mademoiselle iceberg. Coco. Ils étaient amants et maîtresses, mais Cronshaw avait découvert que Coco se droguait en secret. Le jeune Lord Cronshaw avait du caractère. Il s'empara de la cocaïne de sa maîtresse et menaça de dénoncer son fournisseur qui détruisait sa vie et celle de beaucoup d'autres. Coco était déjà trop intoxiquée. Sur le chemin du retour, elle avait obtenu une forte dose de son fournisseur, si forte qu'elle lui serait fatale. Son fournisseur savait maintenant que le seul moyen d'éviter la prison était le meurtre. Revenons à notre Harlequin. Quand j'ai examiné le corps de Lord Cronshaw, je n'ai pas découvert le pompon. Pourquoi? Parce qu'il était dans son poing serré d'une rigidité cadavérique. Lord Cronshaw n'avait pas été tué à minuit, mais plus tôt dans la soirée. En attendant, on avait caché son corps derrière les rideaux. Ah, vous devez vous tromper. Je l'ai vu de mes yeux, vu un petit moment avant minuit. Non, 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 Madame Malaby. L'Arlequin que vous avez vu, je dis bien l'Arlequin que vous avez vu, est avec nous dans cette pièce. L'assassin avait un double du costume, et après le meurtre, il se fit passer pour Harlequin. Il alla même jusqu'à griffonner un faux indice pour aiguiller les soupçons sur M. Belten, obsédé par son service à thé chinois de Lowestoft. C'était ridicule, vu que le costume compliqué de M. Belten nécessitait une aide pour l'enlever. Le meurtre fut commis peu après le dîner, quand l'assassin trouva une occasion d'être seul avec Lord Cronshaw. Cronshaw connaissait la vérité au sujet de la vente de cocaïne. Pour éviter d'être dénoncé et pour sauver le marché de cocaïne, l'assassin tua Lord Cronshaw d'un coup de couteau. À ce moment-là, le criminel ignorait que le dernier geste de Lord Cronshaw avait été d'arracher le pompon de son costume. Il cacha le corps derrière les rideaux et passa à la suite de son plan. Il se fit remarquer par Madame Malaby juste avant minuit. La dernière étape était de tirer le corps de derrière les rideaux pour que l'on croie que le crime venait juste d'être commis. L'assassin s'en alla tranquillement. Il était persuadé que quand on découvrirait le corps, on croirait qu'il était chez lui depuis longtemps. Non, Chris ne peut pas être l'assassin. Mais si, Madame Davidson. C'est bien votre mari qui a pu rester seul avec Lord Cronshaw. C'est bien votre mari qui a donné une dose mortelle de cocaïne à Coco dans le taxi. Et en dépit de ce qu'il nous a dit, c'était bien votre mari qui avait eu en réalité le temps de retourner au bal pour terminer sa mascarade en tant qu'Arlequin. Vous l'avez protégé, même après avoir découvert qu'il vous avait impliqué dans ce crime, vous, sa propre femme, en remplaçant le pompon qui avait été arraché à son costume par le pompon qu'il a coupé sur votre costume. Ne l'écoute pas, ma chérie. Félicitations, monsieur Poirot. C'est une merveilleuse histoire policière, quoique ce soit de la fiction. Eh oui. Je crains fort que vous ayez raison. Non mais, oh oui, pourquoi? Et parce que, sauf si Madame Davidson accepte de témoigner que son mari vend de la drogue, autrement je crois bien que tout ce que j'ai dit restera une théorie. Moi j'en suis sûr, donc l'émission est terminée. Oui. À moins que... Harlequin nous joue encore un dernier tour. Madame Malaby,
De quelle main se servait Harlequin pour écrire? Oh mon Dieu, Crunchot était droitier et non gaucher. Christopher Ian Davidson, je vous arrête pour les meurtres du vicomte Crunchot et de mademoiselle Coco Courtney. S'il n'était pas allé trop loin et n'avait voulu semer la confusion avec ce mot qu'il a écrit pour faire accuser Belton, il se promènerait avec nous alors qu'il est. Mais comme vous le dites, monsieur Ackerley, les acteurs dépassent toujours la mesure. Je vous remercie infiniment de votre coopération. Oh, c'est moi qui suis honoré que vous ayez accepté mon invitation. Je suis sûr que ça a été une émission très enrichissante pour nos auditeurs. Merci. Monsieur Ackerley, on vous cherche partout, monsieur. Le standard téléphonique est submergé d'appels. Les gens disent que ce qu'ils viennent d'entendre est une honte, que notre station n'est pas faite pour satisfaire la vanité d'un détective étranger. Oh. Sir John Reich vous attend immédiatement dans son bureau. Je suis navré. Pardon. Allez, il faut pas vous en faire. Non, mais bien sûr que non. Et ça ne me surprend pas du tout. Pas du tout? Non. Inspecteur Japp, vous devriez surveiller votre élocution. Non, mais oh, je crois que je donne plutôt dans le correct. Eh ben voilà, c'est tout à fait ce genre d'expression, je donne tout à fait dans le correct, qui sème le discrédit sur une émission de valeur. Nous partons, Hastings. J'enverrai à l'inspecteur Japp le livre. Apprenez à parler correctement. Ainsi, la prochaine fois, il ne se ridiculisera pas. Taxi!